Et voilà les amis, salut à tous, bonjour tout le monde. Je suis en train de régler l'autofocus, voilà, normalement c'est tout bon. Et je vais apparaître comme par magie à l'écran. Bonjour tout le monde, bonsoir. Écoutez, il est un petit peu tard aujourd'hui, je suis navré, soirée électorale oblige, bon, pas grand chose à signaler. Une vidéo peut-être un petit peu plus courte, quoique je ne sais pas combien de temps elle va durer, c'est les aléas du pseudo-direct. Je vais prendre des risques, entre guillemets, des risques intellectuels, et je vais essayer de vous faire des prévisions avec notamment une alerte au crack, donc une alerte au crack, et avec un point bas qui devrait être atteint entre le 15 juillet et le 15 août. Vous m'excuserez, j'ai pas encore l'heure. Je pense que ce sera le mardi et ce sera 14h16, très exactement, pour le point bas. Non, je plaisante. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, comment, quelle est la réflexion, l'analyse. Alors évidemment, quand on dit ça, quand on s'avance, ça c'est le résultat de toute une analyse. Alors cette analyse, cette réflexion, vous avez des variables, vous avez des inconnus, vous avez des inconnus inconnus, vous avez des inconnus connus, vous avez du connu connu, etc., etc. Donc vous avez évidemment beaucoup d'hypothèses possibles, beaucoup de variables, et donc les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Mais dans l'état actuel de mon analyse, et c'était celle-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je pense que nous allons connaître notre second crack, le second crack sur les marchés boursiers. Je pense même qu'il a déjà commencé en réalité, et donc il va s'amplifier, se poursuivre, qui sera sans doute très visible, et peut-être même avec un point bas entre le 15 juillet et le 15 août 2020, et donc je pense que nous allons connaître un été saignant et un été sanglant sur les marchés financiers. Alors pourquoi un second crack? Parce qu'une seconde vague. Voilà, donc tout repose là-dessus. À mon sens, il va y avoir une seconde vague qui va se matérialiser réellement le 15 août, enfin à partir du 15 août. Elle sera, je pense, à peu près indéniable, et les marchés vont déjà commencer à l'anticiper à peu près un mois en avance. Donc ils vont commencer à l'anticiper maintenant, et je vais détailler tout ça. Pourquoi? Évidemment, c'est toujours la même chose. C'est la peur des perturbations économiques, c'est la peur des confinements, c'est la peur du ralentissement des échanges, de la baisse de productivité liée aux mesures sanitaires, à la distanciation sociale, etc., etc., etc. On va être en pleine saison d'été, de vacances. Vous imaginez, si les gens ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas aller à l'hôtel, si on referme un certain nombre de choses, eh bien évidemment ça aura un impact économique majeur, et donc tout ça, tous ces coûts liés à la distanciation sociale et aux mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie, eh bien ça va faire terriblement peur au marché. Et donc s'il y a une deuxième vague de hausse du nombre de cas de coronavirus, vous aurez une deuxième vague de baisse évidemment correspondante sur les marchés. Mais il va y avoir une différence entre le premier crack que nous avons connu au mois de mars, mars-avril, et puis le deuxième crack que l'on va vivre là, on va dire juillet-août de cet été. Nous avons eu des plans de sauvetage. Alors ces plans de sauvetage, je suis allé chercher les pourcentages en PIB de ce que ça représente, pour vous montrer à quel point c'est considérable, et que d'ailleurs il y a des petites différences assez significatives entre les pays. L'Allemagne, c'est presque 50% du PIB allemand en plan de sauvetage de l'économie. 50%, très exactement, 47,8% du PIB allemand engagé. Alors je dis attention, engagé, ça ne veut pas dire que ça a été dépensé. Vous avez trois choses. Vous avez, où est-ce que j'ai le détail là-dedans? Vous avez le financement immédiat, donc ça c'est de l'argent qu'on dépense maintenant. Le financement immédiat, c'est le bleu foncé. Ensuite, vous avez des reports, c'est-à-dire ça va être payé normalement en théorie, mais vous deviez payer tout de suite, mais vous paierez plus tard. C'est le bleu clair. Donc vous voyez qu'il y a des grandes disparités entre les différents pays. Et puis autre en gris, et vous voyez que c'est la majeure partie en fait de ces plans de sauvetage
en pourcentage du PIB, c'est du gris. C'est quoi? Ce sont notamment les garanties d'État sur les crédits. Donc évidemment, si les crédits ne sont pas remboursés, puis il y aura de la casse petit à petit, progressivement, dans les années qui viennent, etc., etc. Donc ça va se transformer en engagement sur le PIB, mais pour le moment, ce n'est que des engagements, ce n'est pas de la dépense. C'est une garantie d'un crédit. Tant que le crédit est honoré, ou tant que le crédit n'a pas à être remboursé, le crédit n'est pas en défaut, et donc si le crédit n'est pas en défaut, eh bien forcément tout va bien, et c'est comptabilisé dans le budget de l'État comme une créance que l'on doit à l'État. Donc l'État dit c'est une garantie, j'ai pas à la payer, tout va bien. Donc évidemment, enfin non, c'est même pas là quand c'est une garantie, ça c'est une créance, c'est quand c'est un report d'échéance par exemple. Mais sur une garantie, je vous garantis votre crédit, tant que vous le remboursez et que vous n'êtes pas en défaut, évidemment, moi en tant que garant, je ne suis pas appelé. Prenez le cas de papa-maman qui sont garants du fiston qui loue un appartement, tant que le fiston il loue l'appartement, papa-maman ils n'ont pas leur garantie n'est pas activée, donc ils n'ont pas à se substituer au fiston qui ne paierait pas le loyer. Voilà, donc finalement c'est un engagement, c'est un engagement qui a été pris, mais cet engagement il n'engendre pas forcément le paiement d'une somme financière. Donc on va de presque 50% pour l'Allemagne à seulement 12,4% du PIB pour l'Espagne. Bon, mais quand je vous dis 50% pour l'Allemagne, 44% pour l'Italie, 26% pour la France, 22% pour le Royaume-Uni, du PIB. Donc vous imaginez un petit peu les sommes, elles sont absolument colossales, considérables, et ça c'est ce qu'on a engagé lors de la première vague. Et c'est parce que les États ont engagé tout ça qu'évidemment la grande baisse a été suivie d'une grande remontée sur les marchés. Mais là on a engagé beaucoup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir engager, et est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir engager dans les mêmes proportions si on a une seconde vague qui entraîne des perturbations importantes sur l'économie? C'est loin d'être évident, et ça va être une circonstance aggravante de la seconde vague de baisse, la seconde jambe de baisse sur les marchés. Parce que, et c'est la question que je posais là, reste-t-il une marge de manœuvre? C'est un vrai sujet. Alors est-ce qu'il reste une marge de manœuvre? Oui, bien sûr, il reste toujours une marge de manœuvre. Il n'y a qu'à imprimer des sous, faut qu'on imprime du pognon. Voilà. Bon, donc ça, il y a toujours une marge de manœuvre. Mais à un moment donné, on va le payer. Donc on va le payer soit en hyperinflation si on imprime trop de monnaie, soit en récession si on n'en imprime pas assez. Mais dans tous les cas, on est dans une situation où il n'y a pas véritablement de vraies bonnes solutions ou de solutions faciles, ou dit autrement, de solutions sans douleur. Alors, regardez, ça, c'est le Dow Jones. Donc, vous voyez bien, là, la baisse à partir du 28 février, me semble-t-il. Donc, à partir du 28 février, on décroche vraiment et on arrive fin mars à notre point bas. Donc là, on a une énorme baisse et donc tous ces plans de sauvetage, de relance, ces injections par trilliards, de milliers de milliards aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Angleterre, partout dans le monde, ça permet d'alimenter ce très grand rebond. Mais vous voyez que malgré ce très grand rebond, on ne réatteint pas ici le point haut qu'il y avait. Je vous ai mis dans le cercle, là où on en est, vous voyez, on a plutôt amorcé, à mon sens, un grand mouvement d'hésitation, voire même un petit mouvement baissier. Mais ce mouvement baissier, il devrait s'accélérer au fur et à mesure où les nouvelles vont devenir négatives sur la seconde vague, avec un flux d'informations qui est de plus en plus inquiétant, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et même en Chine, où il y a évidemment une situation toujours très préoccupante à Pékin, avec des centaines de milliers de personnes qui sont à nouveau reconfinées et une situation sur laquelle il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc, encore une fois, une situation mondiale extrêmement compliquée et des pays qui commencent véritablement à faire face à une seconde vague de coronavirus. Moi, je ne cherche pas à dire c'est vrai, c'est faux, les chiffres sont bons, c'est faux. Voilà, le virus, il est là, il n'existe pas. Non, ok. Je vous dis qu'il va y avoir un second crack, une seconde jambe de baisse et elle va s'amorcer, je pense, là, maintenant. On va rentrer dedans et donc ça va être juillet-août 2020 et je vous invite à considérer ça comme une hypothèse de travail crédible et donc à prendre vos précautions en conséquence. Très clairement, si vous avez des actions, c'est sans doute le moment, après un rebond énorme comme ça, une stagnation, voire une petite baisse que vous avez là, évidemment, de prendre vos bénéfices, de les sécuriser. Et je vous le dis autrement, quand vous voyez la hausse entre le point bas et le point haut ici,
qui à mon avis est un point haut qu'on ne va pas revoir avant quelques mois. Votre espérance de gain pour retourner sur le point haut historique ici avant crise. Vous voyez bien que votre espérance de gain c'est ça, et votre espérance de perte c'est ça. Donc quand on a une espérance de gain qui est comme ça, et une espérance de perte qui est comme ça versus comme ça, je vous invite évidemment à prendre vos bénéfices. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, je vous invite à considérer-le, je ne vous donne pas de conseils, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est une réflexion comme ça que je voulais vous partager. Vous voyez bien qu'ici graphiquement, visuellement, l'espérance de gain semble nettement inférieure à l'espérance de perte. Ça me semble, moi, graphiquement, visuellement, assez évident. Maintenant, encore une fois, il n'y a jamais de certitude absolue, c'est ma conviction. C'est pas une vérité absolue, donc, et c'est vos sous, donc prenez-en grand soin et prenez vos responsabilités. Donc attention là-dessus, je pense que visuellement ça se voit. Mais c'est pas le seul élément. Vous avez un autre élément qui est le VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité. Et donc vous voyez qu'ici, bon, pendant tout le mouvement en fait baissier, le VIX a considérablement augmenté, ce qui est logique. Plus vous avez de panique sur les marchés, plus l'indice de la peur augmente, donc il atteint un sommet, 80. Bon. Et puis, quand vous avez le rebond, l'indice de la peur diminue. Et depuis que ça stagne, et c'est le mouvement symétrique à ce que vous avez ici, d'accord, eh bien, vous avez, donc là vous avez le grand mouvement de baisse qui est là, puis une remontée, puis à nouveau une petite baisse. Eh bien, sur le VIX, vous avez la remontée du VIX qui correspond à cette baisse qui est ici. Et après, vous avez cette stagnation du VIX qui correspond évidemment à la stagnation que vous avez là. Mais le VIX, il vous a donné, non, c'est dans l'autre sens, le VIX, il vous a donné un indice de fragilité sur les marchés et de retour d'une forme de petite volatilité. C'est un signal faible, c'est pas pour le moment encore un signal fort. Pareil, visuellement, vous voyez très bien qu'entre le signal que vous avez là et le signal que vous avez là, ça n'a strictement évidemment rien à voir. Donc ici, on est soit dans un petit mouvement de crainte momentané qui va durer quelques jours, quelques semaines, soit on est dans les prémices de quelque chose qui va être beaucoup plus violent. Et je pense que ça va être beaucoup plus violent. Et c'est pas tout, on a encore un autre signal faible, un autre indice. C'est quoi? C'est l'or. Vous vous souvenez, je vous avais déjà fait ce graphique, alors je ne sais plus si je vous l'avais fait dans une vidéo ou si je vous l'avais fait dans un des articles sur le site Insolentiae, il me semble de mémoire, c'était des fois je me mélange un peu les pinceaux, il me semble que c'était dans le site Insolentiae. Je vous avais montré ce tunnel en vous disant, regardez, là on est ce qu'on appelle dans un range de trading absolument parfait, donc on tape une résistance à la hausse, on descend, on tape la résistance à la baisse, on remonte à la hausse. En clair, quand vous avez une configuration graphique comme ça, c'est assez simple. Quand vos cours ils se rapprochent de la ligne rouge qui est en haut, vous vendez. Et puis quand les cours ils se rapprochent de la ligne rouge qui est en bas, vous rachetez. Puis vous pouvez faire ça pendant plusieurs semaines avec plein d'allers-retours et vous vous trompez pas beaucoup. Mais vous savez qu'à un moment donné, vous allez sortir de votre ce qu'on appelle le range. Vous allez sortir de cette espèce de tunnel et vous allez en sortir soit à la hausse, soit à la baisse. Et c'est ce qu'on appelle une sortie haussière ou une sortie baissière en langage technique. Bon, pas très technique de dire je sors à la hausse ou je sors à la baisse. Et donc là, vous voyez qu'on est plutôt, a priori, en train de s'orienter vers une sortie haussière et on a plutôt tendance à voir les cours de l'or vouloir sortir de ce canal à la hausse. Et pourquoi? Parce que on est encore dans une symétrie, on a cet indice de la volatilité qui a manifesté des signes, et évidemment on a ces indices sur les marchés qui ont également manifesté des signes de fébrilité. Et tout ça c'est extrêmement cohérent. Alors on a encore un autre élément à aller regarder ensemble pour essayer de se forger un peu plus notre intime conviction sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent là, de cet été. C'est évidemment les cours du pétrole. C'est très intéressant les cours du pétrole, parce que, souvenez-vous, les cours du pétrole avaient considérablement baissé. Et ils avaient baissé avant que les marchés financiers ne baissent. Lors du premier crack et lors de la première jambe baissière, vous allez voir qu'en fait, ce crack, il va être à tiroir. Et donc, première jambe baissière, une grande remontée, une deuxième jambe baissière,
peut-être une deuxième remontée, puis peut-être une troisième jambe baissière, une quatrième jambe baissière. On peut avoir un crack qui peut durer 24 mois avant d'atteindre véritablement son point bas avec de très grands rebonds, très grande volatilité, de très grosses injections de monnaie, de grands moments de désespoir. Donc tout ça avec des mouvements extrêmement amples, c'est parfaitement possible. Et donc une durée de 24 mois serait, enfin, on va dire entre 18 et 24 mois pour atteindre le véritable point bas, avant d'entamer une véritable remontée, eh bien c'est parfaitement possible. Et donc regardez, le pétrole en fait, il baisse en janvier. Il baisse avec la Chine, hein. C'est avec la Chine que ça commence à baisser. Donc à partir du mois de janvier, il baisse, mais souvenez-vous, le crack, il viendra que fin février, donc c'est-à-dire ici. Voilà, hein, le crack sur les marchés financiers. Et donc le pétrole, lui, il va déjà dévisser largement avant. Si on a un pétrole qui ne remonte plus, et donc évidemment on a eu notre point bas, puis après on a eu une remontée, puisque on s'est dit voilà, on va déconfiner, donc on va anticiper un déconfinement. C'est pas le seul élément, les pays de l'OPEP se sont mis d'accord, ils ont réduit la production de pétrole, ils ont réduit tout ça, donc bon, on peut penser que les cours du pétrole auraient pu continuer à remonter. Ils ne remontent plus, vous voyez bien que là aussi j'aurais pu vous dessiner un range de trading, mais ils évoluent autour de 40 $, le baril, et ça ne va pas tellement plus haut. Il se pourrait bien que nous ayons une sortie baissière, et d'ailleurs c'est plutôt ce que dessinent les 3-4 dernières séances, dessinerait plutôt une sortie baissière. C'est pas sûr. Le signal faible qu'il y a à voir là, c'est que on est dans un arrêt de la hausse des cours du pétrole. Et donc s'il ne progresse plus, bah là en revanche c'est en cohérence avec le reste. On voit bien que les cours du pétrole sont dans une optique attentiste, et donc je vous rappelle que l'été c'est notamment la driving season comme on dit aux États-Unis, donc c'est la saison où tout le monde prend sa voiture, on voyage, on se balade, on se promène, etc. Et donc on consomme beaucoup de pétrole. En Europe c'est la même chose, on fait tous le plein des bateaux, des navires, des bateaux de croisière, des costas, des compagnies aériennes, des avions, des charters, et puis évidemment de nos voitures pour partir à la plage. Et si tout ça n'a pas lieu, on peut penser que le pétrole, ou si les marchés anticipent que ça risque de ne pas avoir lieu, on peut penser que le pétrole va baisser. On peut même penser que le pétrole pourrait baisser avant que les marchés financiers ne baissent véritablement. Si c'est le cas, on devrait voir une baisse du pétrole en indice faible et en signal faible dès les prochains jours, là, maintenant, c'est-à-dire dès demain, lundi, mardi, mercredi, la semaine prochaine, cette semaine qui vient, qui s'ouvre devant nous, on devrait voir plutôt les cours du pétrole reculer. Donc à surveiller, sauf incertitude géopolitique qui viendrait contrebalancer ces éléments-là. Mais d'un autre côté, c'est pas une certitude absolue. C'est pas parce que le cours du pétrole avait baissé en avance pendant le premier crack qu'ils vont forcément baisser en avance pendant le second crack. Pour tout vous dire, mon intime conviction, c'est qu'ils ne vont pas baisser avant, mais qu'ils vont baisser après. Pourquoi ? Et c'est le pari que je fais, ou en tout cas l'analyse que je fais de la situation, c'est que l'élément déterminant ici, c'est que nous avions une offre de pétrole pléthorique, et souvenez-vous, à un moment donné, on va même se retrouver au cours de clôture, quand on fait les livraisons. Je vous rappelle que le pétrole, c'est un marché à terme, où il y a des vrais barils avec des vrais pétroliers qui ont du vrai pétrole dans les cuves, et que quand vous achetez des contrats de pétrole, ils correspondent à du pétrole. Et donc, une fois que vous êtes comme un couillon avec votre pétrole, mais qu'il n'y a personne qui ne peut plus vous le stocker, et que vous êtes à Manhattan, 5e avenue, et qu'on vous dit « je vous amène 2 supertankers », et il ne peut pas non, j'ai pas la place, ma baignoire n'est pas assez grande, voyez. Donc évidemment, ça pose un vrai problème. Et donc, le souci que nous avons eu ici, l'accélération baissière, les excès baissiers que nous avons eu sur le pétrole, ce sont des excès baissiers qui sont dus à cette réalité du marché physique du pétrole, où à un moment donné, vous avez des vrais flux physiques de pétrole, et ce pétrole, il faut bien le stocker. Et on avait eu un véritable problème de stockage parce que nous avions fait beaucoup trop d'extraction par rapport à la demande qui s'était effondrée, et donc les cours du pétrole avaient baissé parce qu'il y avait une inertie dans la réduction de la production. Or, depuis la remontée que vous avez là,
les pays de l'OPEP, mais même la Russie, tout ça, ça a réussi à s'entendre et ils ont considérablement réduit l'extraction et donc la production de pétrole. Et donc nous n'aurons sans doute pas du tout les mêmes peurs ou les mêmes craintes sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de pétrole si jamais la demande baisse à nouveau. On aura des excédents beaucoup moins importants, donc on devra avoir des excès baissiers beaucoup plus faibles, beaucoup moins forts, et donc on peut même penser qu'il y aura une baisse qui sera là, ce coup-ci, plutôt après que les marchés financiers aient baissé qu'avant. Pourquoi ? Parce que le marché du pétrole va peut-être s'attendre simplement d'avoir la certitude qu'il y ait une seconde vague avant de baisser, plutôt que de baisser avant, puisqu'il n'y a pas forcément trop d'excès de production et d'excès d'offres, puisque l'offre a déjà été considérablement réduite. Les compagnies aériennes ne consomment pas grand-chose. Voilà, donc si vous voulez, la consommation, elle est quand même beaucoup plus faible. Et c'est pas ce qui explique l'augmentation des prix là, c'est pas le rebond énorme de la consommation de pétrole, c'est évident, parce que l'économie est plutôt très calme, c'est évidemment la réduction très importante de l'extraction et donc de l'offre des pays de l'OPEP et d'un pays comme la Russie. Voilà pour le pétrole, donc moi je pense qu'en fait il va baisser après et qu'il ne nous renseignera pas tellement, si ce n'est qu'il nous renseigne déjà par le fait qu'il ne monte plus. Donc ça nous amène à cette conclusion de la seconde vague qui sera visible à peu près, je pense, autour du 15 août. Pas tellement avant. Vous avez de l'inertie, d'après mes calculs, entre le moment où on déconfine et le moment où l'épidémie repart, on a une latence qui est beaucoup plus grande, et cette latence, elle est a priori liée à deux phénomènes que je vous détaille dans ce hors-série, la seconde vague, que je vais mettre en ligne, ne vous inquiétez pas, je pense demain ou après-demain, parce que je ne l'ai pas encore fini, je suis toujours en train de l'actualiser, notamment parce que je suis tombé sur une autre étude médicale qui est très importante et qu'il faut que je vous présente sur l'immunité collective, et ça c'est super intéressant. Donc cette inertie fait que de toute façon les cas vont mettre à peu près 2 mois, et c'est ce que nous donne l'analyse des chiffres sur certains pays qui connaissent une seconde vague, à peu près 2 mois entre le point bas et un nouveau point haut qui commence à se redessiner, ou en tout cas retourner sur des niveaux élevés. Donc globalement, à partir de mi-juillet, en France, ça va se matérialiser sérieusement, et puis à partir du 15 août, ça va devenir très compliqué. Et donc, comme ça va devenir très compliqué en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, ça va évidemment complètement handicaper la saison d'été, et donc on va passer, qui déjà s'annonce pas forcément terrible, et donc on risque de passer des vacances très compliquées, et donc un été très compliqué. Et c'est peut-être même souhaitable en termes économiques, puisque l'été, l'économie est ralentie, et donc finalement, nous faisons moins de PIB l'été qu'à partir du 1er septembre. Donc, on a presque intérêt à avoir une deuxième vague cet été, entre juillet et août, pour évidemment faire une rentrée beaucoup plus paisible, septembre, octobre, novembre. Bon. Puis après, décembre et janvier, c'est une autre année. Et nous verrons bien ce à quoi nous serons mangés, mais ça devrait être à peu près la troisième vague ou le troisième pic si les choses restent à périmètre constant. Les marchés vont donc anticiper à peu près 1 mois à l'avance, et donc ils doivent commencer à chuter maintenant. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir des mouvements assez forts de baisse, de repli, et puis si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. Et si c'est pas le cas, c'est que je me suis trompé dans mon analyse. Et c'est pas grave, on étudiera pourquoi on s'est trompé, qu'est-ce qui a fait que ça a changé. C'est le fait qu'il n'y a pas de seconde vague, et s'il n'y a pas de seconde vague, écoutez, ma foi, on sera bien content de s'être trompé, et ce sera une excellente nouvelle, parce que ça veut dire une meilleure économie pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire moins de malades, c'est une bonne nouvelle, et ça veut dire moins de décès, c'est une excellente nouvelle. Donc de toute façon, si je me trompe, j'en serais très heureux, voilà. Mais voilà, c'est une analyse que je voulais vous présenter, partager avec vous, en me mouillant un petit peu aussi sur un timing, et vous savez tous que c'est extrêmement délicat de se mouiller sur un timing, parce que ça fait un peu, je regarde dans ma boule de cristal, sauf que là, c'est pas dans la boule de cristal, c'est une analyse, elle repose sur des faits, sur des éléments, sur ceux qui liront
le dossier la seconde vague, eh bien, vous verrez bien que y a des dizaines de pages de graphiques, d'analyses, de chiffres, etc. qui permettent d'étayer cette hypothèse et le fait de dire, voilà, le mois de juillet et d'août risque de mal se passer sur les marchés. Si vous êtes investi en bourse, sortez, prenez vos bénéfices, respirez tranquillement. Et surtout, vous mettez vos sous un petit peu à l'abri. Vaut mieux rater 5% de hausse que de se manger 30 ou 40% de baisse, évidemment. Donc, voilà, encore une fois, espérance de gain versus espérance de perte. Vous avez bien vu que ce n'était pas du tout la même proportion. Donc voilà, donc ceux qui veulent être prudents, vous sortez, vous arbitrez vers des fonds sécurisés, puis ceux qui veulent être spéculatifs, ben vous continuez, et puis vous n'êtes pas obligé de faire tout ou rien, vous pouvez aussi faire moite-moite, 50-50, voilà, le joker et l'avis du public, peu importe. Chacun voit où vous mettez le curseur, mais je vous invite à la plus grande prudence. On va surveiller ça, on va l'analyser, on va le suivre, on réactualisera la semaine prochaine. Je vais vous accompagner pendant cette deuxième jambe, évidemment, et les vidéos du JT du Grenier, elles vont servir à ça. Je vais vous accompagner, je ne vous laisserai pas tomber. Je vous dis simplement, bon ça, sur la lettre stratégie, la seconde vague, évidemment, c'est payant, mais de manière gratuite, et je vous le dis à tous, soyez prudents si vous avez des actions, si vous avez des placements financiers. Grande prudence pour le mois de juillet-août. Je pense que vous passerez un été bien meilleur si vous êtes en livret A. Voilà. Donc, privilégiez le livret A. Et puis, pour ceux qui ont des sommes plus importantes, privilégiez des fonds garantis, etc. Plutôt que des fonds actions pour les 8 semaines qui viennent, qui vont être extrêmement tendues, extrêmement difficiles, de couleur rouge. Et je pense que nous allons vivre notre deuxième jambe baissière, notre deuxième crack lié à cette crise du coronavirus, du SARS-CoV-2 et pas du Covid-19. Voilà, bon, d'ici là, on verra bien ce qui va se passer cette semaine, on va voir ce qui se passera la semaine prochaine et la semaine suivante, on va suivre ça. Je vous souhaite une excellente et une très belle semaine, même si les nouvelles peuvent être un petit peu inquiétantes. Pas de panique, la peur, ça ne protège pas du danger. Restez zen, profitez de la vie, prenez bien soin de vous, profitez du soleil pour ceux qui en ont. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt les amis. Ah oui, j'oubliais, pouce, voilà, mon doigt de schtroumpf. Vous pouvez vous inscrire sur insolenciae.tv sur YouTube. Vous me mettez des doigts en haut, et puis pour les stratégies c'est insolenciae.com/boutique, sinon c'est le petit i là dans le coin qui vous amènera directement sur le site. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information gratuite et quotidienne du site Insolenciae, le plus gratuitement du monde. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous, soyez prudents, à bientôt.